m'appelle Julien, je travaille pour Action Logement Lanaudière, puis c'est moi qui est responsable de notre projet pour la défense des droits des locataires aînés. Donc, c'est moi qui ai créé aussi l'atelier que je vais vous donner aujourd'hui. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas à Action Logement Lanaudière, je vais juste nous présenter brièvement. Donc, on est un organisme communautaire, on existe depuis une dizaine d'années, puis on est actif dans toute la région de Lanaudière, donc pas seulement Joliette ou Berthierville ou bon. Et puis, notre mission, c'est de défendre et de promouvoir les droits des locataires. Donc, il y a toute une partie qui est ce qu'on fait aujourd'hui de sensibilisation, d'information, on donne des ateliers. Puis il y a aussi une partie qu'on appelle les services individuels. Donc, on a 2 intervenants qui travaillent à temps plein. Et si jamais vous vivez des problèmes par rapport à votre logement, par rapport à vos relations avec votre propriétaire, si vous avez des questions, bien, vous pouvez appeler nos intervenants. Puis nos intervenants, ce n'est pas des avocats et moi non plus. Donc, on ne peut pas répondre à vos questions en vous donnant ce qu'on appelle un conseil juridique, c'est-à-dire en vous disant, hey, tu sais, un conseil juridique, là, ça serait de dire, voici tel article de loi, donc tu dois faire telle chose, tu vas aller au tribunal et tu vas gagner ou tu vas perdre. Ça serait un conseil juridique, on n'en donne pas. Mais nous, on vous donne toute l'information pour que vous puissiez prendre par la suite par vous-même une décision éclairée. Donc, ça peut être des services très, très utiles, surtout si vous vivez des enjeux au niveau du logement. Donc, notre projet pour les locataires aînés, là, il existe grâce à une contribution financière du gouvernement du Québec via le programme qui s'appelle Québec Amis des aînés. Donc, c'était juste important de le mentionner avant d'aller plus loin. Donc, pourquoi cet atelier aujourd'hui sur le bail? Bien, premièrement, ça s'inscrit dans notre projet dont je vous ai parlé brièvement, là, qui s'appelle « À la défense des droits des locataires aînés ». Donc, nous, en tant qu'organisme qui défendons les droits des locataires, on s'est rendu compte que comme partout ailleurs au Québec, là, dans la Naudière, on a une population vieillissante, on a des locataires aussi qui est une population vieillissante, et ça amène des enjeux spécifiques, des questions spécifiques. Donc, nous, le but de ce projet-là, c'est d'apporter une réponse spécialisée à ces questions-là. Puis, une grosse partie de notre travail dans le cadre du projet, ça a été de créer les ateliers, dont celui que je vous donne aujourd'hui. Puis les ateliers, on n'a pas choisi des thèmes pour le fun parce que ça nous tentait d'en parler. On a fait circuler un sondage, un questionnaire avec plusieurs dizaines d'organismes communautaires dans la région. C'est comme ça qu'on a été capable d'identifier c'était quoi les questions qui revenaient souvent, les enjeux là, qui préoccupaient plus les locataires aînés. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une série de 6 ateliers. Aujourd'hui, je vous donne le premier atelier sur le bail, fait que c'est vraiment la base. Là, quand on commence avec un logement, la première chose qu'on fait, c'est de signer un bail. Mais il y a aussi d'autres ateliers, comme par exemple, comment on met fin au bail. Donc, ça se peut qu'aujourd'hui, il y ait des questions qui restent un peu en suspens. Je vais essayer d'y répondre dans la mesure du possible, mais ça se peut aussi des fois que je vous dise, écoutez, j'aborde plus cette question-là dans un autre atelier. Et la beauté de la chose, c'est qu'avec le Centre d'action bénévole d'Autré, on va donner les 6 ateliers au courant des prochaines semaines. Donc, vous allez être capable d'avoir une réponse à vos questions, c'est sûr. Puis aussi, comme on enregistre les présentations, vous allez pouvoir aussi, si vous n'êtes pas disponible tel jour, là, vous allez pouvoir voir la formation en différé. L'atelier d'aujourd'hui, principalement là, sur le bail, pourquoi est-ce qu'on l'a créé? Premièrement, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui n'avaient jamais vraiment vu ça, un bail, ou qui n'en avaient pas vu depuis plusieurs années. Donc, il y a une personne qui est là, qui me disait au début, moi, j'ai été dans ma maison toute ma vie, puis là, je vais signer un bail bientôt. En fait, il y a beaucoup de monde dans cette situation-là. Donc, c'est important de commencer justement par la base, montrer qu'est-ce que c'est qu'un bail. Puis, on veut montrer aussi dans cet atelier-là qu'un bail, c'est un outil. Donc, ça peut vous être utile de signer vraiment un bail en bonne et due forme. Ça peut être un très bon outil dans la défense de vos droits, puis pour vous assurer que vos droits comme locataire sont respectés. Autrement dit, savoir où est-ce que vous en allez. Donc, le plan pour notre présentation aujourd'hui, on commence avec la grosse question, qu'est-ce qu'un bail? Après ça, on va parler aussi de comment est-ce qu'on peut modifier un bail. On va parler en troisième lieu des augmentations de loyer. Ça, c'est quand même une question très importante. Par la suite, on va parler du formulaire obligatoire de bail et on va l'étudier vraiment section par section. Donc, vous allez bien le connaître par la suite. Je pense que je peux vous avertir tout de suite qu'il y a quand même beaucoup d'informations dans la formation aujourd'hui. C'est quand même assez, je dirais, technique, là, parce qu'on se réfère finalement à un document qui est le bail. Donc, c'est ça. Ça va être quand même assez dense. Pour ça, je vous invite à poser des questions.
à demander des clarifications. Tu sais, moi, du droit du logement, je fais ça 40 heures semaine. Donc, des fois, peut-être que je m'emballe, je parle trop vite ou il y a des choses qui sont claires pour moi, mais l'important, c'est qu'elles soient claires pour vous. Donc, n'hésitez pas là, à poser des questions. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Parfait. Donc, on commence avec notre premier aspect. Qu'est-ce qu'un bail? Bien, c'est important de comprendre qu'un bail, c'est un contrat. C'est comme n'importe quel autre contrat. Ça veut dire que ça a une valeur légale, juridique, que ça crée aussi du droit. En fait, ça crée des engagements. Et ça va vous créer aussi des droits et des obligations. Donc, on a une espèce de rumeur là, qui dit qu'un bail pourrait, mettons que vous signez un bail aujourd'hui, bien, selon cette rumeur-là, vous auriez une dizaine de jours là, pour changer d'avis et dire « Ah non, finalement, moi, je ne veux pas signer ce bail-là, ça ne fait pas mon affaire. » C'est faux. Donc, on peut dire que la seconde où vous signez un bail, votre responsabilité et celle du propriétaire sont engagées jusqu'à la fin du bail. Donc, c'est très important au moment de signer, de le faire à tête reposée, le plus possible aussi avec la tête froide, peut-être quelqu'un qui nous accompagne pour être sûr de bien comprendre, parce que ça va créer des engagements, des droits et des obligations. Maintenant, le bail il peut être écrit ou il peut être verbal. Fait que je vais régler tout de suite le cas du bail verbal. Ce n'est pas nécessairement le bail idéal. On connaît tout le monde ici l'adage, je pense, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est vrai dans tout et surtout dans ce qui relève du droit, comme un bail, comme la location d'un logement. Mais un bail verbal, ça existe. Et quand vous avez une entente verbale avec quelqu'un comme quoi vous louez un logement, bien, c'est un bail. Et ce bail-là, je vous disais, quand vous signez le contrat, ça crée des engagements, des droits, des obligations. Bien, le bail verbal, il crée les mêmes droits et les mêmes obligations. Je vais te donner un exemple. Ça nous arrive souvent, malheureusement, à Action Logement La Naudière. On a des locataires qui nous appellent. Tu sais, je vous parlais de nos services individuels. Et les locataires nous disent « Hey, mon propriétaire, il veut me mettre dehors, puis je ne peux rien faire, je n'ai même pas de bail. » On leur dit toujours à ces personnes-là, vous avez un bail verbal. Ce n'est pas que vous n'avez pas de bail. Donc, le bail verbal crée les mêmes droits et obligations que le bail écrit. Est-ce que ça va pour le bail verbal ou il y a des questions? Donc, le mieux, c'est toujours d'aller vers le bail écrit. Je vais commencer par, si je peux dire, le moins bon. Ça serait un bail écrit sur n'importe quelle feuille que vous signez avec votre propriétaire. Donc, c'est sûr que ça a l'avantage qu'il y ait certaines conditions qui soient écrites, que ça soit mis sur papier, que vous allez signer. Mais il existe surtout le formulaire obligatoire d'un bail de logement du tribunal administratif du logement. Donc, c'est un très long nom. Puis, je vais faire la parenthèse tout de suite. Le tribunal administratif du logement, c'est le nouveau nom de la régie du logement. Donc, on ne dit plus la régie, on dit le tribunal. Mais finalement, c'est pas mal la même chose. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un formulaire obligatoire. Ça existe, je pense, depuis les années 90. Et le formulaire obligatoire, c'est lui qu'on va étudier tantôt. Il contient à peu près tous les détails sur lesquels vous devez vous entendre avec votre propriétaire. Ils l'appellent formulaire obligatoire parce qu'ils veulent, en principe, que les gens s'en servent tout le temps. Mais comme je vous ai dit, un bail verbal ou un bail écrit sur un autre type de papier, ça a la même valeur légale. Seulement, le formulaire obligatoire, vous allez le voir, là, il comporte beaucoup d'avantages, puis il fait pas mal le tour de tout ce qu'il y a à voir, d'où l'importance de s'en servir. Le bail, ce n'est pas juste le formulaire obligatoire, ça va être aussi le règlement d'immeuble. Donc, le règlement d'immeuble va venir avec des règles encore plus précises. Par exemple, est-ce que vous avez le droit de mettre un barbecue sur votre balcon? Ça a l'air de rien, mais si le règlement d'immeuble vous l'interdit, bien, vous n'avez pas le droit. Est-ce que vous avez le droit d'installer des antennes paraboliques à l'extérieur? Ce genre d'affaires-là, souvent, c'est dans le règlement d'immeuble aussi qu'il va être question de savoir si c'est fumeur ou non fumeur, etc. Donc, le règlement d'immeuble, quand il y en a un, ben, il va être en annexe là, avec le bail et il faut le lire avant de signer le bail. Parce que vous ne pouvez pas dire « Ah, quand j'ai signé le bail, je savais qu'il y avait un règlement, mais je ne l'ai pas lu, on ne l'avait pas. » Ça ne marche pas, ça. Quand vous signez un bail, il faut avoir lu le règlement d'immeuble. En tout cas, vous êtes... Comment je dirais bien ça? Vous êtes... si jamais vous alliez devant un juge, ben, le juge dirait non, tu es supposé l'avoir lu avant d'avoir signé. Donc, cet argument-là ne fonctionnerait pas. Donc, très important de lire le règlement d'immeuble.
Et aussi, le bail peut prévoir des services. Donc, il y a des services de base qui existent dans tous les logements, par exemple le déneigement, le chauffage. Ça va aller dans le formulaire obligatoire. Mais il y a aussi, par exemple, pour les personnes qui vont aller en résidence privée pour aînés, les fameuses RPA, ben là, il va y avoir d'autres services en plus qui vont être offerts. Par exemple, des repas, ça peut être même des soins de santé, le ménage, des activités. Ça va venir dans une annexe, ces services-là qu'on appelle l'annexe 6. Ça va vous dire c'est quoi les services, ils coûtent combien, on les paie comment, est-ce qu'on les paie, ils appellent ça à la carte, c'est-à-dire à chaque fois que je me sers d'un service, je le paye, ou je le paye au mois, que je m'en serve, que je m'en serve pas. C'est la même chose qu'avec le règlement d'immeuble. Si vous avez un annexe qui vous dit c'est quoi les services, c'est quoi leur coût, comment vous les payez, ben il faut lire l'annexe avant de signer le bail parce que c'est inclus dedans. Donc, une fois que vous avez signé le bail, ben vous avez signé l'annexe. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? OK, ça a l'air pas trop mal. Donc, dernier point pour cette diapositive-là, je voulais vous parler en fait des clauses abusives ou illégales. En fait, c'est des choses qui arrivent. Donc, le bail, qu'il soit verbal, écrit sur n'importe quel papier, encore moins le formulaire obligatoire, le règlement d'immeuble et les autres annexes, comme par exemple les annexes qui prévoient pour les services, ne peuvent pas contenir de clauses illégales ou de clauses abusives. Donc, je vous disais tantôt, mais si vous n'avez pas lu le règlement d'immeuble, une fois que vous avez signé le bail, vous êtes prêt avec, c'est vrai. Mais si jamais il y avait des règles là-dedans qui étaient illégales, que le propriétaire n'a pas le droit d'imposer, bien ces règles-là ne tiennent plus. Aussitôt qu'on se rend compte qu'elles sont illégales, ces règles-là sont annulées. Donc, on appelle ça des clauses abusives ou des clauses illégales. Vous êtes protégé contre ça. Donc, si jamais un propriétaire vous disait, il est trop tard de signer, même si ce n'est pas supposé d'être légal, telle clause, tel règlement, c'est pas vrai. Les clauses abusives, les clauses illégales, là, aussitôt qu'on reconnaît qu'elles sont illégales, ça ne fonctionne plus. Donc, je peux vous donner un exemple là, de clause abusive qu'on voit souvent. Par exemple, le propriétaire, dans le règlement d'immeuble, dit, bon, si jamais vous causez, je sais pas, vous faites un trou dans la porte, ben je vais le réparer, mais ça va vous coûter 200 $. Là, ça vous arrive, vous faites un trou dans la porte, je ne sais pas trop comment, chacun s'habille, et là, le propriétaire vient réparer ça, puis il vous charge, en bon français, 200 $. Mais lui, ça lui a coûté, exemple, 50 $ réparer le trou. Mais ça ne marche pas, ça. Lui, le propriétaire, ce n'est pas la police qui vient vous donner une amende parce que vous avez mal agi. Le propriétaire, lui, il va réparer la porte. C'est vrai, c'est de votre faute si elle est brisée. Ben, il va devoir vous faire payer ce que ça lui a coûté de réparer la porte, pas qu'est-ce qu'il a décidé de vous faire payer. Donc ça, c'est un exemple de clause abusive, de clause illégale. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. Gênez-vous pas pour des questions, je sais que des fois, ça peut être complexe ou je peux passer vite, là, il n'y a vraiment pas de problème si vous avez des questions. Donc, je vous l'ai dit, quand on signe un bail, on s'engage, ça crée des droits, ça crée des obligations. Bien, c'est la même chose pour votre propriétaire. Lui aussi, il s'engage et ça crée des droits et des obligations. En cours de route, ça se peut que vous vouliez modifier le bail. Ça se peut aussi que votre propriétaire veuille modifier le bail. Bien, c'est un contrat. Donc, comment est-ce qu'on le modifie, ce contrat-là? La première façon qu'on pourrait faire n'importe quand, c'est d'avoir une entente à l'amiable entre le propriétaire et le locataire. Et cette entente-là doit être écrite et signée. Donc, je reviens avec les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, c'est vrai aussi pour les modifications au bail. Donc, si jamais vous avez une telle entente, vous l'écrivez en 2 copies et vous signez les 2 copies, une pour le proprio, une pour vous. Comme ça, tout le monde conserve sa preuve qu'il y a eu une modification au bail. Un exemple de modification, par exemple, ce serait interdit dans votre bail d'avoir des animaux, mais vous aimeriez ça avoir un chat. Et là, vous en parlez avec votre propriétaire et lui, il est ouvert à ça, il vous dit, je te donne la permission, tu peux l'avoir le chat. Vaut mieux qu'on ait une entente écrite et signée que ne pas en avoir. Parce que éventuellement, s'il y avait un conflit, des problèmes, bien là, peut-être que la place de votre chat dans le logement, c'est un peu en danger. Tandis que si vous avez une entente écrite et signée, bien là, le propriétaire n'a pas le choix de reconnaître qu'il a donné le droit d'avoir un animal, d'avoir un chat, dans mon exemple.
Donc ça, c'est pour les ententes écrites et signées. L'autre façon de modifier le bail, c'est ça dans votre vie de locataire, vous allez avoir affaire avec, c'est à peu près sûr, c'est un avis du propriétaire qui va vous proposer une hausse de loyer. Donc, le propriétaire peut faire ça une fois par année et il peut faire ça aussi dans un délai particulier. Donc, il ne peut pas vous proposer une hausse de loyer n'importe quand, n'importe comment. Donc, je reviens plus en détail là-dessus, dans notre atelier qui s'appelle Résilier le bail, donc mettre fin au bail. Mais, juste pour vous donner une idée là, pour les délais, pour un bail qui va du 1er juillet au 30 juin, donc ça, c'est le bail qu'on connaît beaucoup au Québec, bien, la période pendant laquelle votre propriétaire peut vous donner un avis de hausse de loyer, c'est du 1er janvier au 31 mars. Donc, s'il est avant, mettons le 12 décembre, il est après, le 14 avril, bien, il est trop tard pour son avis de hausse de loyer. Vous, en tant que locataire, quand vous recevez un avis de hausse de loyer, il y a 3 réponses possibles. Vous pouvez évidemment accepter la hausse de loyer. Donc là, vous allez répondre à votre propriétaire, oui, j'accepte, puis ça va être le nouveau loyer que vous allez payer. Vous pouvez décider de vous en aller, vous avez le droit dans la vie de déménager, mais vous pouvez aussi refuser la hausse de loyer et rester dans le logement. Pas de modification unilatérale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'un bon matin, votre propriétaire ne peut pas décider de changer une clause dans votre bail. Par exemple, vous aviez le droit à des animaux, puis là, il vient vous voir et dit « Hey, tu n'as plus le droit à un animal ». Ça veut dire aussi inversement que vous ne pouvez pas vous lever un bon matin et décider de changer une clause dans le bail, par exemple. Vous n'avez pas le droit à des animaux. Vous allez voir votre propriétaire, vous lui dites « Hey, moi, à cette heure, je veux un animal, donc je change la clause du bail ». Donc, il faut s'entendre avant de modifier une clause dans le bail. Et mon dernier point, bien, qu'est-ce qui arrive quand on perd des services, quand on perd des droits? Des services pour lesquels on paie normalement. Donc, je vais vous donner un exemple. Vous habitez dans un immeuble à logement qui a plusieurs étages et vous avez un ascenseur. Vous vous servez d'un ascenseur pour aller à votre logement. Et là, à un moment donné, l'ascenseur arrête de fonctionner et le propriétaire vous dit « Ben, moi, je réparerai pas l'ascenseur, il va falloir que vous preniez les marches à partir de maintenant. » Donc, à ce moment-là, vous perdez un service. Qu'est-ce qui se passe selon vous à ce moment-là? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient s'essayer à dire qu'est-ce qui pourrait se passer? OK. Est-ce que vous pensez que vous pourriez décider de payer moins cher le loyer? Est-ce qu'il y a des gens qui pensent ça? Soit que les micros sont fermés ou soit qu'il n'y a pas de réponse. Oui, c'est ça. Mais j'ai vu des personnes hocher la tête quand je disais que le locataire pourrait payer moins cher. Non. Jamais, jamais. Il faut toujours que vous payiez votre loyer au complet. Donc ça, j'espère que vous allez vous en rappeler, là. Peu importe ce qui arrive, il faut payer votre loyer au complet. Puis je reviens à mon point précédent, quand je disais pas de modification unilatérale, ça inclut que vous ne pouvez pas, vous, du jour au lendemain, décider que vous allez payer moins cher votre loyer. Très important de toujours le payer au complet à la date prévue parce que sinon, on peut perdre notre logement très, très rapidement. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, dans mon exemple, vous aviez un ascenseur dans votre immeuble, l'ascenseur ne fonctionne plus. Et le propriétaire dit « Je ne peux pas le réparer, il n'y en a plus d'ascenseur ». À ce moment-là, qu'est-ce qu'un locataire peut faire? Bien, premièrement, il peut aller voir son propriétaire, puis lui proposer d'avoir une entente écrite et signée. Puis il dit « Bien, gars, j'ai plus d'ascenseur, mais je vais payer 20 $ de moins par mois. » Si le propriétaire accepte, tant mieux, on a une entente écrite et signée, que vous allez payer 20 $ de moins par mois. Mais s'il n'accepte pas, il faut que vous continuez à payer votre loyer au complet. L'autre recours à ce moment-là, si l'entente à l'amiable n'a pas fonctionné, je vous recommande à ce moment-là peut-être d'appeler Action Logement Lanaudière là, pour qu'on puisse en parler un peu plus de votre situation en particulier. Mais ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est d'aller au tribunal administratif du logement, donc la nouvelle régie du logement, pour, c'est pas poursuivre, là, mais pour demander au tribunal de faire en sorte que votre loyer vous coûte moins cher parce que vous avez perdu un service. Et là, vous allez passer devant le juge et le juge va décider si oui ou non vous devez payer moins cher. Si c'est le cas, la baisse de loyer qu'il va vous accorder va être rétroactive, c'est-à-dire que, mettons que ça prend 6 mois avant que vous passiez devant le juge.
ben, pendant les 6 mois, vous payez votre loyer au complet, tel que c'est prévu. Puis, ben, à ce moment-là, lorsque vous allez passer devant le juge, ben, s'il dit, bon, ben, tu as le droit à une baisse de loyer de 20 ben, ça va valoir pour les 6 mois précédents. Donc, vous allez récupérer votre argent. Mais entre-temps, vous payez votre loyer au complet, tout le temps, à la date prévue. Est-ce que c'est bon? Je n'ai pas trop mélangé personne? OK, c'est bon. Je suis content de voir que vous m'entendez. Je vais toucher du bois pour que ça continue comme ça. Donc, chose promise, chose due, je vous avais dit que je reviendrais sur la question des hausses de loyer et des augmentations de loyer. Donc, je vous le disais, votre propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer, il doit vous l'envoyer selon un délai particulier. Donc, la première chose à faire, c'est de vérifier est-ce que mon propriétaire est dans le bon temps pour m'envoyer ma hausse de loyer. Ça va dépendre de la durée de votre bail et de la date à laquelle il se termine. Mettons qu'il est dans le bon délai, bien là, vous vous dites, est-ce que c'est une hausse de loyer qui est raisonnable ou pas? Une chose qui est importante à savoir, c'est qu'un propriétaire ne peut pas faire une hausse de loyer, je dirais, selon sa fantaisie, selon son bon vouloir. Il ne peut pas dire, hey, moi, ça va être 50$ de plus par mois, j'ai décidé que c'était ça, que c'est tout. C'est pas de même que ça marche. Au Québec, on a des règles qui encadrent les hausses de loyer. Donc, c'est de ça qu'on va parler là, dans cette diapo-là. Puis, j'essaie de faire un peu l'impossible, là, de vous en parler en quelques minutes. Moi, j'ai passé des formations d'une journée entière sur cette question-là. Fait que je n'irai pas trop dans les détails, mais mon but, c'est de vous donner une idée du fait que ça se calcule, une hausse de loyer. C'est vraiment pas quelque chose qu'on sort de notre chapeau. Donc, il y a quelques éléments à considérer pour calculer la hausse de loyer. Le premier, c'est l'indice du tribunal administratif du logement, donc l'indice de la Régie du logement. À chaque année, au mois de janvier, ils l'ont fait cette année, ça fait 2-3 semaines, le tribunal publie les indices de hausse de loyer. Donc, ils vont dire, pour un logement qui est chauffé à l'électricité, la hausse de loyer devrait être de 1%. Pour un logement qui est chauffé au gaz, la hausse de loyer est de 0,5%. Un logement qui n'est pas chauffé, la hausse est de 2%. Là, je donne des exemples. Ça, c'est la base de la hausse du loyer. Après ça, il faut que vous rajoutiez les taxes. Les hausses de taxes municipales, les hausses de taxes scolaires. Donc, ça aussi, ça va jouer dans la hausse de loyer. Après ça, est-ce qu'il y a eu des travaux dans le logement ou sur l'immeuble? Selon qu'il y a eu des travaux, qu'il y en a eu dans le logement ou dans l'immeuble en général, ça va avoir un impact aussi sur votre hausse de loyer. Donc, on essaie de réunir toutes ces informations-là. Et puis, on essaie d'estimer avec ça, est-ce que la hausse est raisonnable ou pas. Donc, nous, à Action Logement Lanaudière, quand je vous parlais de nos services individuels avec nos intervenants, en ce moment, c'est la grosse saison du renouvellement des baux du 1er juillet au 30 juin. Donc, il y a bien du monde qui vient nous voir et qui se demande si leur hausse de loyer est raisonnable ou pas. Donc, nous, on leur demande toutes les informations là, dont je viens de vous parler, le compte de taxes, est-ce qu'il y a eu des travaux. Bon. Et puis, nous, on est capable de fournir une estimation de la hausse de loyer. C'est juste une estimation parce que ça se peut qu'il y ait des informations qui nous manquent. Exemple, votre propriétaire, il fait la toiture. On ne sait pas, nous, si ça a coûté 40 000 ou 100 000 C'est sûr que ça va faire une grosse différence dans la valeur de la hausse de loyer. Mais nous, on va pouvoir estimer. Puis ce qu'on va voir, c'est, bien, si par exemple, votre propriétaire vous dit, hey, la hausse de loyer, ça va être de 40 $ par mois, puis nous, notre estimation arrive à 10 $ par mois, je pense qu'on va être capable de dire qu'il y a un petit problème. Mais si on arrive avec un calcul à 35, 30, 38 $, bien là, on est peut-être dans un jeu où c'est raisonnable. Fait que, comme je vous disais, nous, on ne donne pas de conseils juridiques. Ça va être à vous de savoir si vous acceptez ou pas la hausse de loyer. Mais comme je disais, vous allez avoir une information éclairée, vous allez avoir une estimation pour savoir si ça a de l'allure ou pas d'allure. Ça va-tu avec ça? Je sais que c'est quand même pas évident. Parfait. Mettons qu'on se rend compte que la hausse de loyer n'a pas d'allure et vous décidez de la refuser. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Première étape, votre propriétaire pourrait vous proposer de négocier. Donc, on s'entend sur une hausse de loyer qui satisfait tout le monde. Si la négociation ne fonctionne pas ou que vous refusez, il n'y a personne qui est obligé de négocier, votre propriétaire pourrait aller au tribunal administratif du logement, donc à la Régie du logement, et lui demander de déterminer ça serait quoi le loyer que vous devriez payer, ça devrait être quoi la hausse de loyer. Donc lui, le tribunal, il va dire au propriétaire, donne-moi toutes les informations dont j'ai besoin.
Fait que le propriétaire va lui donner ses comptes de taxes, les factures des travaux, ses assurances, les frais de service, les frais d'entretien, etc. Et le tribunal, lui, avec les critères, là, va calculer, puis il va dire, voilà, c'est ça la hausse de loyer que vous devriez avoir. Et à ce moment-là, le tribunal, il va décider, il va trancher, et que ça fasse votre affaire ou pas, et que ça fasse l'affaire du propriétaire ou pas, ça n'a pas d'importance, ça va être ça, la hausse de loyer. Le tribunal a décidé, plus personne n'a rien à dire. Est-ce que ça marche pour ça? Donc, le tribunal rendu là, c'est un peu Dieu. Il décide la hausse de loyer, puis il faut l'écouter. Donc là, je vous ai parlé des critères qui encadrent les hausses de loyer. Je vous ai dit aussi que quand vous recevez un avis de votre propriétaire pour vous dire qu'il va y avoir une hausse de loyer, vous pouvez accepter, vous pouvez déménager, puis vous pouvez aussi refuser et rester dans votre logement. C'est la troisième réponse. Il y a une exception, et c'est très important de connaître cette exception-là, puis on va la voir plus en détail tantôt. Dans le formulaire obligatoire de bail, on a la section F. Donc, c'est un nom mystérieux, mais en fait, c'est parce que les sections sont en ordre alphabétique. Fait que maintenant, on arrive à la section F. Et cette section F-là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, elle nous dit si votre logement, en fait, si l'immeuble est une construction de moins de 5 ans, ou si votre logement sert à habiter depuis moins de 5 ans. Autrement dit, avant, c'était un commerce. Et si on est dans cette situation-là, donc immeuble de moins de 5 ans, ou logement qui sert à habiter depuis moins de 5 ans, bien là, il n'y a aucun critère qui encadre une hausse de loyer. Et là, quand vous avez un avis de hausse de loyer, vous avez deux réponses, accepter ou partir. Donc, il n'y a pas la fameuse troisième réponse. Donc, c'est l'exception. Donc, les personnes là, qui sont à la recherche d'un logement, il faut faire attention à ça. Parce que vous pouvez penser qu'un loyer est bas, qui est intéressant, mais si le logement est dans un immeuble qui a été construit il y a 3 ans, vous pourriez vous ramasser avec des surprises. Je ne veux pas lancer la pierre, mais c'est des choses qu'on a vues souvent avec les RPA, les résidences privées pour aînés. Il y a une nouvelle RPA qui ouvre, il y a plein de personnes âgées qui aménagent dedans, le loyer est assez raisonnable, puis là, bien, éventuellement, il y a une hausse de loyer qui est vraiment assez élevée, puis les personnes n'ont pas le choix. Soit elles acceptent, soit elles partent parce que l'immeuble est neuf. Puis à ce moment-là, ben, les gens n'ont peut-être pas envie de déménager, donc ils sont obligés d'accepter la hausse de loyer. Donc, il faut être prudent. Je ne vous dis pas de ne pas signer un bail dans un immeuble pour un immeuble qui a moins de 5 ans, mais je vous dis qu'il faut que vous sachiez que ça se peut que vous ramassiez avec une hausse de loyer surprenante. Est-ce que ça va pour ça? Parfait. Donc là, on va aller explorer le merveilleux formulaire obligatoire de bail de la Régie du tribunal administratif du logement. Excusez. C'est pas le vrai de vrai, c'est une copie, donc ce ne serait pas la copie officielle, mais tout ce qui est dans le formulaire obligatoire y est. Donc, on va pouvoir vraiment voir qu'est-ce que ça nous dit. Puis ce que je veux que vous sachiez, c'est que le formulaire obligatoire, c'est vraiment un outil pour connaître et défendre vos droits comme locataire. Donc, on va le voir dans le formulaire obligatoire, il y a des parties qui expliquent, qui vulgarisent le droit du logement. Comme ça, quand vous avez des questions, bien, vous pouvez aller le voir. C'est écrit petit, là, peut-être s'acheter une loupe, ça va aider, mais il y a des réponses à vos questions dans le formulaire obligatoire. Je vous parlais aussi des délais pour qu'un propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer. Bien, tous les délais sont inscrits dans le formulaire obligatoire. Il y a même des modèles de quoi un avis de hausse de loyer devrait avoir l'air. Donc, c'est vraiment un outil là, qui vous permet de vérifier, grosso modo, si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc, on va aller voir le fameux formulaire obligatoire. Puis aussi, je me suis amusé, je l'ai complété. Un petit peu, mais ce n'est pas des vraies informations. Donc, c'est juste pour donner une idée de ça a l'air de quoi une fois que c'est complété. C'est qui signe le bail. Donc, comme je disais, ça peut avoir l'air peut-être anodin, mais ça ne l'est pas. Parce que, ben, on veut savoir c'est qui les locataires. Ça se peut qu'il y en ait un, ça se peut qu'il y en ait 2, 3, 4, 5. On veut savoir aussi c'est qui, avec qui vous avez signé le bail. Ça peut être directement avec le propriétaire, mais si vous signez un bail avec un propriétaire qui loue 300 logements, ça se peut très bien que ce ne soit pas le propriétaire qui va signer le bail avec vous, ça se peut que ce soit un employé. Ils appellent ça souvent un gestionnaire. Là, cette personne-là, elle représente le propriétaire, mais ce n'est pas le propriétaire en tant que tel. Donc, il faut savoir qui c'est. Donc, ça, c'est pour la section A.
puis on donne toutes les informations pour identifier la personne. Le nom complet, son adresse, numéro de téléphone, courriel, là, si la personne avait une adresse courriel. Ça, c'est la section A, ça marche. On arrive avec la section B. La section B, elle nous dit qu'est-ce que vous louez. Donc, ça commence avec l'adresse. Donc, je pense que c'est important de s'entendre là-dessus. Je n'insisterai pas trop. Je vais descendre un petit peu. Ceux qui peuvent voir mon curseur, vous allez voir, là, je suis à peu près au milieu de l'écran où il y a un X. Donc, on voit là ici le stationnement. Est-ce que c'est un stationnement extérieur ou un stationnement intérieur? Si on va un peu vers la droite, on voit le nombre de places. Donc, 1, 0. Et on va à droite encore, on voit l'emplacement. Donc, à peu près dans votre stationnement, est où votre place à vous? C'est pas rien, le stationnement. OK? Ça a l'air drôle de parler de ça, mais il y a bien des chicanes qui seraient évitées si c'était clair, cette section-là, dans le bail. Puis une chose qui est importante pour vous aussi, si vous avez 2 voitures, mais que dans votre bail, c'est prévu qu'il y a juste une place de stationnement, bien, il va falloir s'entendre. Il va falloir peut-être penser à quelque chose. Parce que peut-être que votre propriétaire va tolérer pendant 1 an, 6 mois, je ne sais pas, que vous stationniez 2 voitures. Mais éventuellement, mettons qu'il y a un nouveau locataire dans un autre logement qui a besoin de sa place de stationnement, mais ça se peut que la deuxième voiture, elle saute. Là, à ce moment-là, où est-ce qu'on la stationne? Dépendamment où ce qu'on vit, peut-être dans une région plus éloignée, c'est moins grave, mais dans plus un centre-ville, mettons le centre-ville de Berthierville ou de Joliette, ça peut peut-être poser problème là, avec la réglementation. Donc, important d'y voir. Juste en dessous aussi de le stationnement, on a est-ce que j'ai une remise, un espace de rangement? Ça aussi, ça peut être important. On voit après aussi, est-ce que c'est meublé, semi-meublé? Donc, on va voir différents noms d'appareils, comme la cuisinière, four micro-ondes, des commodes, des canapés, des chaises. Donc, ces objets-là vont être cochés. Et aussi, là, par exemple, on voit avec les tables, les chaises, il va y avoir le nombre. Donc, c'est important, par exemple, si votre logement n'est pas meublé, puis quand vous signez le bail, vous voyez que c'est écrit que la lave-vaisselle est fournie, puis qu'il n'y en a pas de lave-vaisselle. Quand vous allez déménager, ça va peut-être causer des problèmes. Ça se peut que ce soit juste une erreur. Mais il vaut mieux s'entendre sur la vraie affaire dès le départ. Donc, s'il n'y a pas de lave-vaisselle de fournie, on ne coche pas la lave-vaisselle. Donc, c'est important de vérifier cette section-là. Je pense que je vous l'ai dit au début, là, quand on signe le bail, on s'engage. Donc, c'est important de le faire à tête reposée. Puis, idéalement, c'est avec quelqu'un d'autre qui prend le temps de le lire avec nous. Comme ça, on peut voir des erreurs comme ça ou des choses qui n'auraient pas d'allure. On va les identifier avant de signer. On descend un peu, on voit la section C. Donc, je suis toujours à peu près au milieu là, de mon écran. Et ça nous indique la durée du bail. Donc, on est très habitué au Québec avec un bail qui commence le 1er juillet et qui se termine le 30 juin. Donc, ça, c'est un bail de 12 mois. Mais ça se peut que vous ayez un bail de 6 mois. Ça se peut que vous ayez un bail de 8 mois. Un bail de 3 mois. Ça se peut que votre bail ne commence pas le 1er juillet et ne se termine pas le 30 juin. Donc, la section C, elle va nous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est, la durée du bail, la date de début, la date de fin. Puis, si on reste dans la section C et qu'on va à droite, là, on voit un bail à durée indéterminée. Donc, un bail à durée indéterminée, en général, ça se renouvelle à chaque mois. Donc, on a juste le mois de début, mais on n'a pas le mois de fin. Donc, comme je vous ai dit ici, là, surtout à gauche, là, pour le bail à durée fixe, on a la date de fin. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive à la date de fin? Donc, exemple, vous avez un bail du 1er juillet au 30 juin. Qu'est-ce qui arrive le 30 juin? Le bail se renouvelle automatiquement pour la durée. Exactement. Ah, un bail bon. se renouvelle toujours automatiquement. Ça, pour rentrer dans les détails, mais pas trop, là, on appelle ça le droit au maintien dans les lieux. Puis ça, mettons que votre propriétaire vient d'une autre province, ça se peut très bien qu'ils ne connaissent pas ça. C'est une particularité au Québec. Les locataires ont ce qu'on appelle le droit au maintien dans les lieux, c'est-à-dire le bail se renouvelle automatiquement à la fin. Donc, si vous ne voulez pas renouveler votre bail, si vous voulez déménager, ben, je vous invite à aller voir notre atelier dans quelques semaines, résilier le bail. Ça va nous expliquer qu'est-ce qui arrive si vous voulez quitter. Parce que si vous ne faites pas ce qu'on va expliquer dans l'atelier, ben, le bail se renouvelle automatiquement à la date de fin. Je ne sais pas, Brigitte, si vous avez une question.
Non, ben, je comprends que si je veux m'en aller, il faut que j'avertisse avant. Il y a des délais là, à Ouais. respecter. Mais Ouais. si je reste, j'ai rien à dire, j'accepte, puis le bail se renouvelle automatiquement. C'est ça. C'est ça. Ça, ce bail-là, c'est le bail dans les RPA. C'est le même Présentement, bail. le formulaire que je vous montre, il est utilisé dans les RPA, qui est utilisé dans n'importe quel logement privé. OK, parfait, merci. Mais Ouais. si le bail se renouvelle, mais j'imagine que ça prend une signature quand même pour. Non. Fait que si, mettons, le bail était fait en 2020, Ouais. on ne signe jamais, mais il est autant effectif en 2025. Ouais. Aïe aïe. OK. Ah, il y a des gens qui ont des vieux beaux, là. OK. Non, Des ça, je vieux pensais pas, contrats. je pensais qu'il fallait re-signer à chaque année. Non, mais vous pourriez faire ça. Mais là, à ce moment-là, il faut être à votre affaire parce que si votre propriétaire, à chaque année, vous ramène un nouveau formulaire de bail obligatoire, Ouais. ben, relisez-le avant de le signer, puis comparez-le avec l'ancien. l'autre. Parce Ok. que ça se peut qu'il y ait des changements. Oui, puis une fois que c'est signé, on ne peut plus. Ben, c'est ça, c'est ça. D'accord. Ouais. Julien, en fait, le bail, moi, ça fait 10 ans, mettons, je reste au même endroit. Fait que mon bail a 10 ans. Mais Ouais. si j'avais apporté des modifications, il y aurait des annexes, il y aurait. S'il y avait eu des modifications, ça aurait été des ententes. Donc, comme je le disais, il vaut mieux avoir une entente écrite et signée. Ça, vous gardez une copie pour le propriétaire, une copie pour vous. Donc, OK. chacun dans ses dossiers avec le bail, vous gardez ça. C'est la même chose pour les avis de hausse de loyer. Il faut les garder, ça, d'année en année, parce que c'est ça qui va vous donner votre loyer que vous payez pour vrai. Tu sais, mettons que vous signez un bail, quelqu'un qui aurait signé son bail en 2000, puis qui ont gardé le même formulaire, il n'y a rien qui a changé. Mais à chaque année, son propriétaire lui a envoyé une hausse de loyer. Donc, le bail en 2000, ça se peut que le loyer, ça soit 400 $ par mois. Là. Aujourd'hui, c'est plus ça. Ça l'a monté entre-temps. Donc, c'est les avis de hausse de loyer qui vont nous dire on est rendu à combien aujourd'hui, puis on va même avoir un historique là, des hausses de loyer avec ça. Mais c'est spécial, ça veut dire que c'est pas écrit sur le bail. Si on perd notre feuille, on n'a plus de preuves dans le fond, c'est ça? J'y arrive, là, mais quand on paie notre loyer, OK, tu veux dire que tu n'as plus de preuves que tu as signé un bail? Non, c'est que, mettons, le bail est signé, mais que le propriétaire donne un avis pour une augmentation de loyer à chaque année. Mais comme le bail, est-ce qu'il doit refaire un bail, lui, quand il nous fait une augmentation de loyer? Non. Il n'est pas obligé, ça peut être juste vraiment une annexe ou que nous, on doit garder. Ouais. OK. On va pouvoir regarder ça tantôt, voir de quoi ça a l'air un avis d'augmentation de loyer. OK. Mais c'est pas un autre formulaire de bail. OK. Donc, ça se peut que tu gardes ton même formulaire de bail pendant je sais pas combien de temps. Il faut garder les avis, puis les annexes, puis tout ça. OK. Ouais, c'est toujours mieux de garder vos papiers. Puis tant qu'il n'y a pas eu un nouveau formulaire de bail, puis comme je le dis, ça se peut que ce soit à vie, ben il faut le garder, là. C'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres questions sur la durée, le renouvellement du bail? C'est quand même, c'est assez important, c'est bon qu'on se soit arrêté. Oui? Puis si le bail il est signé au nom de mon conjoint, mettons que mon conjoint est décédé, est-ce qu'il faut changer le bail? Ça devient... C'est une excellente question, puis j'en parle dans l'atelier résilier le bail. D'accord. Mais je vais répondre rapidement, là, le bail se transfère. Donc, OK. La personne qui habitait avec la personne décédée ne sont même pas obligés de signer un nouveau bail. Ça va être OK. le même bail. Mais je reviens en détail là-dessus dans l'autre atelier. Merci. C'est bon. Ben, c'est bon, là, ça me permet de faire un peu de publicité pour les prochaines semaines. Oui, c'est bon ça. On en a 6, hein? Ouais. Parlez-en aux autres aussi. C'est super intéressant, Julien. Vraiment, là. Parfait. Bien expliqué. Good. Fait qu'on va aller à la section D. Là, ça, c'est une section qui est intéressante parce que c'est la section qui s'appelle le loyer. Donc, on va aller en haut de l'écran. Vous voyez qu'on a une ligne qui nous dit le loyer est de, là, j'ai donné un exemple, 700 $. La deuxième ligne, le coût total des services est de, en général, ça va être 0 $. Mais si vous êtes en RPA, puis là, vous avez toutes sortes de services, puis que vous les payez au mois, ben, ça va être écrit ici. Après ça, vous avez le loyer total. On a un encadré gris qui nous dit
qu'il y a l'annexe 6 qui va venir préciser dans une RPA c'est quoi les services là, qui sont à ce qu'ils appellent à la personne même du locataire, c'est-à-dire des soins de santé, repas, etc. Puis je le rappelle, il faut lire l'annexe 6 avant de signer le bail, parce que c'est ça qui va vous dire c'est quoi les services, c'est quoi leur coût, vous les payez comment. Au mois, que tu t'en sers, que tu t'en sers pas, tu payes. À la carte, c'est-à-dire seulement quand on s'en sert, comme quand on va au restaurant. Ça dépend, chaque place est différente. J'amène votre attention aussi sur la section à droite. Vous voyez qu'on a comme un encadré grisonné, avec de l'information dedans. Donc ça, c'est les petites clauses du contrat, là, si je peux faire la blague. C'est en fait de la vulgarisation. Donc, ça vous explique le paiement du loyer. Ça vous explique ça marche comment, ça, cette histoire-là. Puis cette section-là, elle vous dit quoi? Donc, avant de de signer un bail, c'est bon de lire ça, d'avoir une meilleure idée. Ça vous aide à votre compréhension. On va aller juste un peu plus bas, on reste dans la section D sur le loyer. Et on arrive ici vers le milieu de l'écran, on a mode de paiement. Donc, ici, là, au milieu de l'écran. Donc, une chose qui est importante de savoir, c'est que vous allez vous entendre sur un mode de paiement avec votre propriétaire. Si vous ne vous entendez pas sur un mode de paiement, c'est vous, le locataire, qui décidez du mode de paiement. Mais si vous vous entendez, il faut que vous le respectiez tout au long du bail. Souvent, les propriétaires demandent aux locataires de leur faire des chèques post-datés. Donc, mettons, le 1er juillet, vous remettez 12 chèques post-datés à votre propriétaire. Donc, un chèque pour le 1er juillet, un chèque pour le 1er août, pour le 1er septembre, 1er octobre, etc. 12 chèques post-datés. Mais ça, c'est pas obligatoire. Donc, il faut s'entendre. Si vous n'entendez pas, votre propriétaire ne peut pas vous forcer à signer des chèques post-datés. Là, je vais quand même ouvrir une parenthèse. On parle en théorie, la loi, ce qu'elle nous dit. C'est sûr que si le propriétaire dit, ben si tu ne veux pas faire des chèques post-datés, je ne signe pas un bail avec toi, un peu mal pris. Mais une fois que le bail est signé, par contre, là, le propriétaire ne peut pas vous obliger à rien. C'est tout expliqué dans notre bel encadré gris à droite. Et on dit aussi, dernière affaire dans l'encadré gris, la preuve de paiement. Vous avez le droit d'exiger de votre propriétaire qu'il vous fasse un reçu. Que ce soit un bail verbal, un bail écrit, et encore mieux le bail obligatoire, là. Vous avez le droit d'exiger un reçu, une preuve de paiement, et vaut mieux exiger une preuve de paiement parce que sinon, ça peut devenir compliqué. Même si vous avez fait des chèques post-datés, ça se peut que votre propriétaire ne l'encaisse pas, ça se peut qu'il les perde. Là, à ce moment-là, ça devient difficile de prouver que vous aviez payé. Puis là, c'est encore plus vrai avec de l'argent comptant. Là. Ça prend vraiment un reçu. Moi, j'ai signé un bail l'année passée, puis c'est un débit là, automatique à chaque mois. Ouais. Puis cette année, il me revient, puis il veut faire la même chose. Mais je me rends compte qu'il a coché pour qu'il puisse augmenter sans préavis le montant de mon loyer. Fait que je me sens pas très à l'aise, mais c'est vraiment assez habile intimidateur. Fait que au pire du pire, d'après ce que je comprends, comme je suis déjà en place, si je décide de ne pas signer son papier qui l'autorise à retirer un montant de mon loyer, puis sans préavis de prélever d'autres, il ne peut pas me mettre dehors, là. Votre propriétaire ne peut jamais vous mettre dehors par lui-même. C'est-à-dire qu'un propriétaire ne peut pas arriver dans votre logement et vous dire « Hey, je te mets dehors, je te mets, tu ne payes pas, peu importe. » Il faut qu'il vous amène au tribunal administratif du logement. Là, le tribunal va entendre la cause puis il va juger. Puis c'est lui qui pourrait décider de vous mettre dehors, entre guillemets, passez-moi l'expression. Si vous ne payez pas votre loyer au complet, c'est à peu près sûr qu'il va vous mettre dehors, le tribunal. Une des causes qui est jugée le plus rapidement, c'est les non-paiements de loyer qui sont implacables. Il manque 2 $ au loyer puis tu peux perdre ton logement, ce n'est pas des farces. Donc, mais si le loyer, c'est de 925 par mois, ouais. Il prélève ça, puis là, je ne sais pas, moi, comme au mois de juillet, il décide que pour X, Y raison, il prélève un montant de plus. S'il veut faire une hausse du loyer, il doit faire ce que je vous ai dit tantôt. Donc, il doit vous envoyer un avis écrit dans lequel il dit « Voici la hausse de loyer qu'il va y avoir. » Et vous avez le droit de l'accepter, de partir, et vous avez le droit de refuser et de rester dans le logement. Puis l'équivalence ne s'applique pas. Mais là, il faut vérifier
Si vous envoyez un avis de hausse de loyer, si vous ne répondez pas, ça revient à accepter. Donc, je ne sais pas si vous envoyez un avis de hausse de loyer. Oui, oui, ça va. Ça va. Tu sais, ça hausse, là, je l'accepte, là. Tu sais, Okay. j'ai pas les moyens de déménager de toute façon. Ma question, c'est que sur le petit papier pour la caisse des jardins, là, pour le débit, tu sais, pour le débit mensuel, là, il y a comme le montant du bail, puis là, c'est écrit, ce montant peut être majoré en autant qu'il y a un avis, puis plus bas, il a un avis de 10 jours, puis plus bas, il dit « Je renonce à recevoir l'avis de 10 jours ». Je sais que ça n'a pas d'allure, là. Fait que c'est pour ça que... C'est pas ce que j'entends, là. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est peut-être que vous êtes dans un cas que ça serait bon d'appeler pour nos services individuels pour vraiment prendre le temps de parler avec un de nos intervenants. Puis là, tu sais, parce que là, je veux répondre aux questions, mais le temps est quand même court. Là, vous auriez peut-être 1 heure, 2 heures là, pour parler avec l'intervenant, puis vraiment qu'on comprenne bien qu'est-ce qu'il y a. De montrer votre papier aussi, tu sais, d'envoyer votre papier aussi pour voir exactement ce qui est écrit. Pour les cas qui sont plus personnels comme ça, si on voit vraiment qu'on ne peut pas répondre rapidement, je pense que c'est ce que je vous invite à faire, à communiquer avec Action Logement Lanaudière. La question est pertinente, par exemple. C'est juste que, étant donné qu'on a un contenu, on va continuer. C'est bon. Laisserez vos coordonnées après, Julien. D'accord? Oui, tout à fait, mais je vous invite vraiment, vraiment à faire appel, parce que ça, c'est un cas de service individuel, puis oui. c'est souvent des affaires de même, tu sais, que ça a l'air touché, mais c'est ça. Il vaut mieux prendre le temps de bien y réfléchir. C'est un bon cas pour ça. Oui, oui, à la fin, c'est parce que j'ai déjà écrit à Action Logement, là, mais c'est bon, à la fin. Oui, vous pouvez rester un peu aussi, puis on en reparlera. Donc, la section D sur le loyer. Donc, si on a des questions, je vais les prendre, sinon on va continuer. Puis là, je vois qu'on va dépasser un petit peu là, notre temps, mais on achève le formulaire obligatoire. On arrive à la section E, il appelle ça « Services et conditions ». J'attire votre attention sur le haut de la section E, au haut de l'écran. On voit la mention qui dit « Un exemplaire du règlement de l'immeuble a été remis au locataire avant la conclusion du bail ». Et là, on donne la date à laquelle le règlement a été donné et aussi vous mettez vos initiales en tant que locataire. Donc, quand vous signez un bail, ça veut dire que vous avez vu le règlement. Là, c'est sûr que si vous mettez la date, vous mettez vos initiales, vous signez le bail, mais vous n'avez pas lu le règlement, vous ne mettez pas des chances de votre bord. Disons-le comme ça. Oui, Julie? Il y en a-tu qui n'ont pas de règlement de l'immeuble? Ça se peut très bien. Et s'ils n'en ont pas? À ce moment-là, c'est sûr que cette section-là va être vite. OK, d'accord. Mais effectivement, ce serait une belle amélioration au formulaire obligatoire qu'il y a une coche, cocher oui, cocher non, à savoir s'il y a un règlement d'immeuble, comme ça on est sûr de s'entendre, mais bon. Oui, OK. Dans la section 1, on continue, on voit travaux et réparations. Donc, il y a des travaux qui peuvent être avant la délivrance du logement et des travaux qui peuvent être apportés en cours de bail. Si vous visitez un logement qui a des rénovations à apporter puis que le propriétaire vous dit « Oui, je vais réparer les vitres de la cuisine », ça, on appelle ça une promesse verbale. En droit, ça ne vaut pas grand-chose. Je ne dis pas que ça vaut rien, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, les paroles s'envolent, les écrits restent. Si votre propriétaire vous promet de faire des rénovations avant de vous installer ou pendant que vous allez être dans le logement, on les écrit dans la section E. C'est très important. Comme ça, là, on a des écrits, des preuves. On descend dans la section E et je vais arriver à la toute fin de la section E, qui est une partie importante, en fait, services, taxes et coûts de consommation. Donc, on a toutes sortes de choses, l'électricité, le chauffage, le déneigement, et à côté, on a une colonne locataire, ça veut dire propriétaire, et une colonne locataire. Et là, on va cocher. C'est qui s'occupe de payer l'électricité pour le chauffage? C'est qui s'occupe de louer le chauffe-eau? C'est qui s'occupe des taxes d'eau? C'est qui s'occupe du déneigement?
quand je disais tantôt qu'un bail, ça crée des engagements, ça crée des droits et des obligations, toutes ces choses-là sont cochées dans la ligne, la colonne des locataires, ça devient vos obligations. Là, je prends quand même le temps de le dire parce que c'est une question qui est revenue pour nos ateliers sur les locataires aînés. On parlait du déneigement, et là, des situations où le locataire est responsable du déneigement de tout le stationnement. Puis là, la personne n'est plus capable de le faire. C'est sûr que vous pourriez vous entendre avec votre propriétaire, puis je vous le souhaite. Mais il n'y a rien qui l'oblige à ça. Puis je vous disais, un bail que vous avez signé il y a 20 ans, s'il n'y a pas eu de modification, il est bon encore. Donc, si vous êtes responsable ici là, du stationnement, du déneigement du stationnement, puis que vous n'êtes plus capable de le faire, puis que le propriétaire ne veut rien savoir, il va falloir trouver une façon d'y arriver. Peut-être payer un déneigeur, mais là, c'est vous qui allez le payer, pas le propriétaire. Donc, être prudent avec cette section-là, c'était très important. Et ça se termine avec, c'est un peu fourre-tout, cette section-là. Est-ce qu'on a un droit d'accès au terrain? Oui, non. Préciser, donc quel espace, hein, en arrière, en avant. Est-ce qu'on a le droit de garder des animaux? Oui ou non, préciser. Donc, dans l'exemple, j'ai mis un chat, mais ça pourrait être 2 chiens. Mais dans mon exemple, j'ai écrit un chat. Un chat, je ne veux pas dire quelque chose qui est évident, mais un chat, c'est un chat. Il y a bien des gens qui ont le droit à un chat, il y en a 2. Mon frère, il faisait ça. Puis quand le propriétaire venait ramasser son loyer, il fallait qu'il cache un chat. Ben, tu sais, si c'était fait pogner, ça pourrait être bien niaiseux de perdre un logement à cause d'un chat. Ben, si vous aimez bien les chats, je m'excuse d'avoir dit ça, c'est sûr que je sais qu'il y a des gens qui disent, mais respectez ce qui est dans le bail. Ouais. Donc, on va continuer. On arrive à la section F. C'est celle-là dont je vous parlais tantôt, qui va nous donner une exception. L'immeuble a moins de 5 ans ou le logement sert à habiter depuis moins de 5 ans. À ce moment-là, les hausses de loyer ne sont pas contrôlées. Donc, cette section F-là, il faut la regarder. Je dirais, ben là, on est pour la MRC d'Autrey, là, je suis moins au courant, mais pour Joliette, disons que c'est plus rare les immeubles de moins de 5 ans, là, mais ça se pourrait. Donc, il faut être prudent, il faut voir son affaire. Mais les RPA, il y en a beaucoup là, qui sont récentes, là, puis c'est là qu'il y a des abus. Là. Tout à fait. Fait que non, la section F, on la saute pas là, quand on lit notre bail. Là, on arrive à la section G, la section préférée des comités logement comme Action Logement Lanaudière, la section AI des propriétaires. La section G, elle nous indique c'était quoi le loyer du locataire avant nous. Donc, on le voit ici, là, au milieu de l'écran à peu près. On a, tu sais, c'est sur une ligne comme quasiment dur à voir, là, c'est pas très bien fait, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est ça le formulaire. Et là, on voit que l'ancien loyer payé par l'ancien locataire était de 690 $. Dans mon exemple, plus haut, là, j'en reviendrai pas, mais j'avais écrit que le loyer était de 700 $. Donc, la hausse entre les deux locataires, elle a été de 10 $. Ça se peut que ce soit un peu plus que ce qu'il aurait dû, là, mais mettons pour l'exemple, on peut dire que c'est quand même raisonnable. Mais on a des situations que l'ancien loyer était de 500 $, puis le nouveau est de 700 $. Ça fait une grosse hausse, là. C'est une grosse marge. Ce qu'il faut savoir, c'est que les règles qui encadrent la hausse de loyer entre 2 locataires, c'est les mêmes que si c'est le locataire qui reste. Donc, je parlais tantôt des critères là, qui nous permettent de calculer une hausse de loyer. C'est tout le temps ça qui s'applique, même entre 2 locataires. Donc, s'il y a une grosse différence, il faut se poser des questions. Et là, je n'entrerai pas dans les détails parce que c'est quand même, je dirais, touché, excusez-moi. Mais dans l'encadré gris à droite, là, on parle. Si c'est pas, des fois, c'est pas la bonne information qui est écrite, c'est pas le bon loyer. Des fois, on s'en rend compte, c'est écrit justement 500 $, puis le nouveau loyer de 700 $. Qu'est-ce qu'on fait? C'est écrit dans la section à droite. Puis je dirais aussi, rapidement, en moins d'une semaine, on appelle Action Logement Lanaudière. Donc, j'ai Julie. Exemple, moi, j'ai une de mes tantes qui habite à Montréal depuis 30 ans, dans le même logement. Ouais. Et son loyer, elle paye vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Ouais. Fait que là, si, mettons, le nouveau, ça se peut qu'elle s'en aille, mais le propriétaire, il avait dit que le loyer va augmenter beaucoup, justement. Est-ce que de récupérer les années qu'il n'y a pas eu d'augmentation, c'est un bon argument? Non, même s'il n'y a pas eu de rénovation en tant que telle, il n'y a pas eu de... Non, les hausses de loyer, les critères s'appliquent pour l'année.
OK. Tu peux pas dire, il y a 10 ans, j'ai refait le toit puis je te l'ai pas chargé, là, je vais te le charger. Oui, c'est ça. Non, hein, Non. c'est ça. Donc, OK. le propriétaire, il est passé à côté de sa shot. C'est lui qui aurait dû augmenter un petit peu. Oui, puis il avait le droit. C'est sûr que moi, en tant qu'employé d'Action Logement Lanaudière, je n'encouragerais pas, mais il a le droit. C'est à lui de voir son affaire. Mais s'il ne l'a pas monté pendant 30 ans, il ne peut pas le monter d'une shot. C'est pas un argument. OK, c'est Non. bon. C'est Mais bon. s'il a mis des travaux de 500 000 sur l'immeuble, c'est sûr que les loyers vont monter quand même beaucoup. Oui. Faut s'entendre. Ça dépend de la situation. Mais s'il veut rattraper le temps perdu, il est perdu le temps, il est trop tard. OK. On arrive à la fin, c'est la section H, puis ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas, c'est les signatures. Donc, tout le monde qui veut être locataire doit signer. Donc, on a vu dans la section A, il y a les noms de tout le monde avec les coordonnées, comme on peut les identifier. Bon, il y a de la place juste pour 2 locataires. Là, c'est une chose qui arrive moins pour les locataires aînés, c'est plus souvent les étudiants qui sont colocataires, qui peuvent être nombreux, mais ça peut arriver, là, il n'y a pas d'âge pour être colocataire ou pas de n'avoir. Donc, quand on est plus que 2, ben, il faut que les personnes supplémentaires signent aussi le bail. C'est très important. Si elles ne signent pas le bail, elles sont occupantes, les personnes, elles ne sont pas locataires. Ça ne les empêche pas de vivre dans le logement, mais ils n'ont pas la fameuse relation juridique, là, le bail qui crée des engagements, des droits, des obligations. Mais aussitôt qu'ils signent, là, ils l'ont. Donc, on a des lignes supplémentaires. Puis le formulaire obligatoire est gentil, il nous donne des informations, il nous dit ici au milieu de l'écran, toute autre personne qui signe le bail doit indiquer clairement à quelle qualité elle le fait. Donc, ici, vous allez rajouter, comme dans mon exemple, j'ai écrit Monsieur colocataire, c'est un nom fictif, il a signé, et on voit aussi, à la toute droite, là, qualité, ça veut dire c'est qui ça? Ben, il est locataire. Donc là, on le sait, c'est clair. Puis il est locataire, donc il a des droits, des obligations, il s'est engagé, puis le propriétaire s'est engagé envers lui. Donc, tout le monde signe. Quitte à rajouter des lignes. Question. Oui. Est-ce qu'il faut avoir 18 ans pour signer un bail? C'est une très bonne question. Je prends une note. Parce que des fois, c'est les parents qui signent pour l'enfant. Oui. C'est un étudiant ou... Ben, je sais qu'il y a les mineurs émancipés. Ça, je pense que c'est après 14 ans, peut-être après 16 ans. Là, peut-être qu'eux autres, c'est différent par rapport à un mineur qui ne serait pas émancipé, là, mais je vais vérifier cette information-là, puis je vais revenir par courriel. Donc, raison de plus, tout le monde, pour donner votre courriel à Julie, vous allez avoir le cahier du participant, vous allez avoir le formulaire de bail non officiel, là, vous ne pouvez pas vous en servir, puis vous allez avoir la réponse à la question. C'est bon, ça. Tu te fais de la bonne promo. Yes. On termine vite là, avec I, avis de résidence familiale. Ça veut dire si c'est mari et femme là, ou conjoint de fait, peu importe, là, qui aménagent ensemble et qu'il y a juste un membre du couple qui signe, ben là, on inscrit le nom de l'autre personne. Comme ça, elle va avoir aussi des droits. En fait, elle va pratiquement être locataire. Ça, c'est mon bail formulaire obligatoire. Ils appellent ça le formulaire obligatoire parce qu'ils veulent qu'on s'en serve, mais comme je vous disais, il y a des beaux verbaux, un bail verbal, ça existe. Puis, on pourrait arriver avec un bail artisanal. Puis, je vais terminer avec ça parce que je sais qu'on a dépassé, mais je veux juste vous donner une idée de la différence que ça peut faire. Ça, c'est un bail artisanal que j'ai fait. Donc, c'est écrit bail de votre logement, loyer, 700 $ par mois, chèque post-daté remis à la signature du bail. Comme je l'ai dit, ça, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Le formulaire obligatoire nous le dit. Notre bail artisanal ne nous le dit pas. On a ici pénalité de 10 $ par jour en cas de retard de paiement. Ça se peut que ça soit écrit sur le bail artisanal. C'est une invention pure et simple. Oh, excusez-moi, j'ai un petit courriel qui arrive. Ça n'existe pas, ça, des pénalités si vous ne payez pas votre bail. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous avez votre formulaire obligatoire, vous allez le savoir, ça va être écrit. Mais là, avec un bail artisanal comme ça, hein, c'est écrit ici, le loyer va être augmenté en décembre 2021. C'est pas de même que ça marche. Il faut que votre propriétaire vous envoie un avis de hausse de loyer dans les délais. Vous avez le droit de refuser. Ça se négocie. Il y a une façon de calculer, etc. Donc, le bail artisanal nous donne la mauvaise information. Ça nous dit ici dans la durée, jusqu'au 30 juin 2022, après, propriétaires ou locataires peuvent décider de ne pas renouveler.
Bien, c'est faux, ça. Un propriétaire ne peut pas décider de ne pas renouveler un bail. Vous avez le droit au maintien dans les lieux. Quand le bail arrive à terme, à sa fin, le 30 juin, il se renouvelle automatiquement. Il n'y a pas de propriétaire qui décide de ne pas le renouveler. On voit ici des signatures. C'est qui a signé? Pourquoi? Quand? On ne le sait pas. Mais avec le formulaire obligatoire, on prévoit ce genre de problème-là. Là, je vous pose une dernière question. Je vous montre un bail artisanal qui a plein de fausses informations dedans. Si vous le signez, est-ce que vous êtes pris avec ça ou pas? Julie? J'avais une petite question. Pour quelle raison déjà le propriétaire peut reprendre le logement? C'est pour un membre de sa famille ou c'est la seule raison? Ben, je reviens là-dessus dans Résilier le bail. Là. C'est notre 4e ou 5e atelier. Prochain rendez-vous, OK. Et c'est vraiment, oui, là, une reprise de logement, c'est juste lui, sa famille. C'est pas son ex-beau-frère, c'est pas son meilleur chum. Oui, c'est la famille très, très proche. Là. Ouais. Puis il y a des délais aussi. Ça aussi, c'est encadré. Là. Puis c'est souvent, je m'excuse, c'est souvent boboche, les reprises de logement. C'est rare que c'est fait légalement. Fait qu'il faut voir son affaire. Vous avez des recours si vous êtes l'objet d'une reprise de logement. OK. Ouais, il en parle, hein, ça arrive beaucoup à Montréal. Là, ils mettent les locataires, justement les locataires qui ont 20-25 ans d'ancienneté, puis là, ben, ils veulent rénover au complet la bâtisse. Puis, ben, suite à ta question, Julien, moi, je pense qu'on est pogné avec un bail comme ça. Là. OK. Est-ce qu'on a d'autres idées? Ben, il n'y a pas de nom pour les signatures, c'est pas clair non plus. Tu sais, c'est sûr que. C'est pas je pense pas que ça soit légal, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de nom, il n'y a pas de date. C'est sûr que dans la forme est problématique, là, mais même pour le contenu. Je le disais tantôt, quand il y a une clause abusive ou une clause illégale, même si vous la signez, elle reste illégale. Aussitôt qu'on s'en rend compte, qu'on la dénonce, elle ne marche plus. Mais ça veut Donc, dire que. Oui. Je m'excuse. Ah. Ça veut dire que ça, si on a signé ça en ne sachant pas que c'était illégal, est-ce qu'on a des recours après contre le. Oui. C'est ça. Comme, ben, la pénalité de 10 $ par jour en cas de retard de paiement qu'on a ici, je ne suis pas capable de souligner, ça, c'est illégal. Donc, ça ne marche pas. Même si vous l'avez signé, vous êtes protégé contre ça. OK. Augmentation de loyer en décembre 2021, je suis moins sûr, mais je pense qu'il y a des bonnes chances que vous soyez protégé. L'histoire là, que le propriétaire pourrait décider de ne pas renouveler, ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Ça, c'est illégal complètement. Donc, vous êtes protégé. C'est sûr que c'est du cas par cas, toujours. Il vaut mieux vérifier. Mais quand vous signez une clause abusive, c'est vraiment droit du logement. Puis pour les autres domaines de droit, je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas, mais en droit du logement, une clause illégale, aussitôt qu'on se rend compte qu'elle est illégale, elle finit. Oui, mais Julien, c'est quand même un bail. C'est quand même une entente écrite. Les portions qui ne sont pas vraies, c'est correct, mais tu as quand même un bail qui dit que 700 $ par mois. Oui. C'est ça. Tout à l'heure, tu disais, on peut avoir une entente verbale, une entente écrite ou une entente écrite boboche sur n'importe quoi, c'est ça? C'est ça. Fait que ça, c'est ton entente boboche. Tu as un bail, tu as ton logement. Mais les choses. Fait que ça, c'est correct. Mais les choses illégales dedans, elles ne fonctionnent pas. Aussitôt qu'on s'en rend compte, elles tombent. Parce que dans les autres ententes, c'est pas nécessairement illégal. C'est une entente entre deux personnes. Mais ça, là, il y a des. C'est ça. Tant que c'est pas illégal, c'est correct dans le fond, c'est ça? Les autres aspects du droit, ça se peut, mais en droit du logement, c'est quand même, il y a beaucoup de protection là, pour les locataires. Fait que c'est ça. J'embarquerai pas dans les autres contrats, comment ça marche, mais pour le droit du logement, ce bail-là, ça fait en sorte que oui, vous avez un logement, vous avez un bail, vous avez des droits, vous avez des obligations. Mais par contre, les choses qui n'ont pas d'allure, qui sont illégales, qui sont écrites dans le contrat, elles, aussitôt qu'on se rend compte qu'elles sont illégales, sont terminées. OK. Fait que c'est ce que j'avais à vous dire sur le bail.